Et voilà, de retour à Genève pour quelques jours. Et puis je vais dans mon petit coin favori, dans la nature, de manière à pouvoir faire les vidéos tranquillement. Donc aujourd'hui c'est parfait, c'est dimanche, et il pleut un max. Donc personne, le calme, c'est vraiment superbe. Bon, bah, je vous reprends tout de suite pour que l'on puisse aborder divers sujets euh, qui, au départ, peuvent sembler légers, mais qui, en fait, montrent un petit peu les problèmes récurrents qu'il y a dans notre société, les raisons pour lesquelles cela ne change pas, et puis après, ce que je considère comme une attaque personnelle, mais j'en parlerai tout à l'heure. À tout de suite. Salut à tous et à toutes, ici Savage Beast, donc pour ces chroniques, ces analyses, et on va développer pas mal de sujets aujourd'hui. Je vous recommande de vous abonner. Si vous n'êtes pas sur Patreon, je vous recommande d'y aller aussi parce qu'il y a beaucoup plus de sujets, ils sont traités de manière plus profonde, et donc c'est un plus par rapport aux temps compliqués dans lesquels nous vivons. N'oubliez pas d'appuyer sur le like pour titiller l'algorithme de YouTube. Je sais, tout le monde le dit, mais c'est une réalité. Et on va attaquer le sujet. Il y a environ une semaine, en Espagne, vous avez certainement dû le voir dans les nouvelles, un très gros incendie s'est déclenché. En fait, c'est dans la région de Valence. C'est une région où j'aime bien aller. Je connais bien la zone en question. Et ça remet en cause tout un tas de choses par rapport à ce qui s'est produit. Il faut savoir que les montagnes en Espagne, je dirais jusqu'aux environs de 1900, 1940, 1950, les montagnes étaient cultivées. Du reste, c'est très intéressant si vous prenez des chemins euh, pour faire des balades ou du camping sauvage. Enfin, camping sauvage, on est bien d'accord, vous avez le droit de dormir au coucher au soleil jusqu'au lever du soleil, du moment que vous ne salopez pas la région où vous êtes. Eh bien, vous verrez que dans de nombreux endroits, les cailloux sont empilés de manière à faire des murets et à faire comme des tables, en fait, que l'on pouvait cultiver. Donc ça, c'était une première des choses. Les montagnes étaient cultivées. Donc en étant cultivées, la mauvaise herbe, les- le bois sec, tout cela a été enlevé par les paysans. En plus, on avait le droit d'emmener des chèvres, des moutons, faire du pâturage. Et donc ça nettoyait totalement la montagne. C'est pour ça qu'il y avait très peu d'incendies. Les monts étaient soignés, ils étaient occupés, ils étaient utilisés. Et tout ça, ça s'est perdu pour plusieurs raisons. Il y a en fait une partie, c'est le dépeuplement des villages qui se sont retrouvés, de moins en moins de gens, les gens partant vivre à la ville, les paysans étant moins nombreux. C'est tombé en désuétude peu à peu. Et il y a d'autres problèmes qui sont venus se greffer là-dessus. Euh, il faut savoir que l'Espagne a basculé lors de la mort du général Franco, qui était prétendument une dictature, mais ce n'est pas mon avis. J'ai quand même connu un petit peu cette période. On a basculé dans une démocratie. Or, cette démocratie est partie dans tous les sens, et on en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où des gens qui ne connaissent rien à une situation en domaine sont nommés à des postes décisionnels. Je m'explique. Si vous avez une propriété qui touche à une montagne avec des arbres, forêts, etc., vous ne pouvez pas abattre les arbres qui vous semblent malades, qui semblent poser un problème, de manière à soigner votre forêt. Vous devez demander une autorisation
Une personne va passer et va vous dire bah, cet arbre tu peux, celui-ci tu peux, celui-là tu peux, telle branche éventuellement, mais vous ne pouvez plus gérer cela de manière réelle. C'est-à-dire que tout dépend de bureaux qui vont prendre des décisions pour vous. Et donc, ces gens qui sont dans les bureaux ne sont pas sur le terrain, ne connaissent pas les conditions. Je veux dire, c'est pas en passant une demi-heure pour prendre une décision que vous allez connaître le mode de fonctionnement d'une région. Et là, donc dans l'incendie qui nous concerne, il semblerait, et je dis bien il semblerait, que ce soit un incendie dû à une débroussailleuse. Or, en Espagne, moi je débroussaille le terrain où je suis toutes les années. Il n'y a jamais eu d'incendie à cause d'une débroussailleuse, dans mon expérience. Je ne dis pas que ce ne soit pas possible, mais je mets fortement en doute cela. Typiquement, j'ai vu comment ils travaillent en Espagne. Vous avez un moteur de générateur qui est chaud, par exemple, ils ne vont pas réfléchir, ils vont verser l'essence directement dans le réservoir qui se trouve dans le générateur qui est chaud. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une goutte qui part à côté? Ça peut s'enflammer sans aucun problème. Donc je pense qu'il faudrait plutôt s'orienter sur ce genre de scénario, même s'ils ne le diront jamais. Après, il y a un autre problème concernant l'extinction des incendies. Je ne sais pas comment cela fonctionne en France, mais en règle générale, en Suisse, par rapport au contact que j'ai avec des pompiers, donc j'ai été dans la protection civile, on a quand même eu une formation d'extinction d'incendie, de lutte. En règle générale, on arrive sur place avec plus de matériel que ce qui est estimé nécessaire pour gérer la situation. Pourquoi? Parce qu'en cas d'incendie, les choses peuvent aller très 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 vite et le temps d'avoir le renfort matériel arrivé à destination, l'incendie aurait déjà pris des proportions beaucoup trop importantes et il faudra encore demander du renfort. Donc ça serait un serpent qui se mord la queue. Et là, on est typiquement dans ce cas de situation. En fait, l'incendie en Espagne a atteint une frange de 50 km de long. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme, c'est monstrueux. 50 km. Alors, au départ, ils ont engagé très peu de moyens, un tout petit peu plus, et ça a traîné. Si mes informations sont exactes, je le mets entre guillemets, parce que je n'ai pas pu avoir de confirmation, il semblerait donc que les pompiers, lorsqu'ils sont en intervention, touchent une prime supplémentaire de 8 € par personne et par heure. C'est sous réserve, je n'ai pas la confirmation, mais ce sont ce que j'appelle des bruits de couloir répétitifs que j'ai entendus de plusieurs personnes. Donc, il n'y a aucun intérêt à éteindre rapidement un incendie, puisqu'un incendie va vous rapporter de l'argent. Après, il y a les problèmes de compétences. Il faut savoir, ce que j'ai vu en Espagne concernant cet incendie, c'est qu'il y a beaucoup de politiques qui s'en mêlent pour faire du show. On n'est pas dans le décisionnel, on est dans le théâtre. Et donc, si on reprend un peu le fondement de cette chère grosse Europa, ce sont des bureaucrates qui sont au pouvoir et qui ont mis en place des structures en disant, dans chaque pays européen, vous devez avoir telle structure, par exemple pour les pompiers, pour la protection civile, vous devez avoir tant de personnel, vous devez avoir tant de matériel, etc. Mais ce sont des cases qu'il faut remplir pour pouvoir ouvrir le classeur, dire, vous voyez, c'était marqué, on l'a fait, on n'est pas responsable. On a totalement délégué à des classeurs les responsabilités et on a enlevé les prises de décision importantes aux gens qui sont sur place. Il faut comprendre, prendre une décision peut vous amener des ennuis.
Donc on va tout faire pour ne pas prendre de décision et passer la patate chaude au suivant. Donc le temps que ça remonte et que ça arrive à quelqu'un de compétent, qui va prendre la décision, la situation a déjà changé et la décision ne sera pas valable. Alors, à la fin, ils ont engagé, je crois, une trentaine de moyens aériens, donc Canadair, hélicoptères, énormément de véhicules, environ entre 800 à 1000 personnes pour l'extinction des incendies. Ils ont dû demander de l'aide à d'autres communautés autonomes, donc d'autres régions. Ils ont dû faire venir ce qu'on appelle l'unité militaire d'urgence, avec leur propre matériel, parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer ça. Et donc, c'est une situation qui se reproduit à tous les niveaux en Espagne. Je suppose qu'en France, c'est plus ou moins pareil. En Suisse, ça prend malheureusement cette direction, quoi qu'il y ait encore des gens qui aient, je dirais, le sens du devoir et qui font ce qui doit être fait au niveau des décisions. Mais c'est généralisé à toute l'Europe. Et c'est pour ça donc que les choses vont mal. Je vais parler d'une autre situation qui concerne la Suisse. J'ai une de mes amies qui avait postulé à un poste de secrétaire de direction pour un professeur de médecine, une pointure. Et donc, elle a passé tous les rendez-vous. Elle a eu 4 rendez-vous. Et lors du dernier rendez-vous, donc avec le professeur en question, qui lui a posé des questions concernant ses capacités, sa gestion du stress, ça a été étonnant parce que cette amie avait les capacités parfaites pour gérer le poste, mais elle ne l'a pas eu par décision de son supérieur, de son chef direct. Et les raisons sont absolument incroyables. Il parlait donc de l'hôpital où il travaille, et il a dit à cet ami, est-ce que vous avez la capacité de gérer, sur une équipe de 10 personnes par exemple, alors qu'il y en a plus, 7 personnes qui en ont strictement rien à foutre, qui en fait sont des fonctionnaires, qui sont là pour faire le temps minimum, ne pas s'impliquer, et qui s'en foutent de ce que vous devez faire. Et vous devrez courir derrière ces gens-là, les gérer, faire les dossiers. Est-ce que vous pourrez le faire? Non. Avec vos capacités, vos manières de mener les choses, d'avancer, de gérer les projets, vous allez péter en plomb. Donc non, la place n'est pas bonne pour vous. Il l'a fait pour la protéger, parce qu'il ne voulait pas qu'elle disjoncte. On retrouve ce genre de situation en Suisse, mais aussi en France, aussi en Espagne. Là, comme vous le saviez, j'étais en Espagne pour régler des problèmes administratifs. Et donc, pour un problème administratif, j'ai dû passer par 5 bureaux différents, voire 5 personnes différentes, raconter la même histoire à ces 5 personnes. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Imaginez-vous l'énergie, les frais, l'argent qui est dépensé inutilement pour maintenir tout ce système. Et là, j'en viens à la situation de ce qu'on connaît actuellement en Europe, où il y a toutes les manifestations, les grèves, en Allemagne, au Portugal, en France, en Espagne plus ou moins de temps en temps. Mais pourquoi les choses ne vont pas changer? Alors il faut bien comprendre une chose, je ne sais pas quelle est la situation en France, en Belgique, mais en Espagne, sur la population active, 1 personne sur 5 travaille directement pour le gouvernement. 20% de la population active travaille pour le gouvernement. Je répète, 20%. Alors, dans ces 20%, ces gens-là ne vont rien faire pour que les choses changent. Ces gens-là ne vont pas prendre de risques. Ils sont assis, ils ont un salaire qui est relativement bon, ils ne font pas grand-chose,
et ils génèrent leur propre travail. Concernant générer leur propre travail, c'est une situation que j'ai vue et j'ai vécue en Suisse, où en fait les administrations maintenant ne font plus le travail mais passent leur temps à générer des choses inutiles et à vous faire perdre du temps. Donc c'est vraiment un déclin sociétal qui a contaminé toute l'Europe. On est dans une soviétisation de l'administration, et c'est déjà fait. L'Espagne, je vous avais dit, dans mon village, il y a environ 8,5% de la population donc, qui est dépendante de la charité pour manger. Et je suis tombé sur les chiffres officiels de l'Espagne. 18,5% de la population est en dessous du seuil de pauvreté et dépend de l'aide de sociétés comme Caritas, Secours catholique, il y en a d'autres, pour pouvoir vivre. On est donc quasiment à 40%, parce qu'il y a ceux qui rentreront jamais dans ces schémas, soit parce qu'ils ne vont pas voir, soit parce qu'ils ont été rejetés. Et donc on est à 40% de la population qui, de toute façon, ne va rien faire pour que ça change. Pourquoi faire changer une chose qui fonctionne, qui nous rapporte de l'argent? Et pour les autres, pourquoi changer une chose qui nous permet, entre guillemets, de survivre? On ne sait pas comment serait la situation après un changement, si on continuerait à recevoir de la nourriture ou pas, si on continuerait à avoir des aides ou pas. Donc, 40% de la population ne va rien faire, population active, d'accord? Il reste 60%. Sur ces 60%,